conversation did you have with Nigeria compared to English? All right, so I'm going to answer that question. The relationship that we had with Nigeria, when it stems from colonization, when the country was partitioned after the World War in 1914, 1916, the country was partitioned between the French and the English, with the French having the greater part of Cameroon. And the British had really not a lot of interest in the part of Cameroon that had taken, which was really one feet, really small. Decided to, administer their part of Cameroon, Anglophone Cameroon, through Nigeria. So kind of meshed because, the borderline between the southwest, northwest, and Nigeria is really close. So they decided to administer us as, a part of Nigeria in which, had a greater population and more resources. So, and that's how, the link really with Nigeria was established. And after independence, or during independence, the English speaking part of Cameroon, from which I come from, decided that they didn't want to merge with Nigeria because that they had that question during the plebiscite that was conducted, asking if they wanted to join Nigeria to be independent or the French Cameroon, and of course they chose their brothers, which had been divided because of the partition that had gone on before in 1916 between the French and English. So that's really the relationship with Nigeria. That's it's a colonial relationship. I have a question also for you, and also for you. Why have you decided to go to study in London, and how you How did we? Yes. How did you make it? Okay. And was it? Well, of course it was, but also it came with a lot of struggle and a lot of negative resentment as well, because because people are not really cultured. When I mean cultured, that means they don't know about the culture of other people and way of doing things. They have a different way they look at you, the visual, everything you do, and they, so there's some things that you feel, some feelings that you really don't want to feel, and it does affect the human. England for me was a very lonely place for me. I always tell him, that I felt really lonely in England, and it wasn't difficult for me to want to return back to my country just because of the loneliness that I came with having to live there. Donc, est-ce que le métier de journaliste est très difficile? On entend souvent on apprend souvent la mort de journalistes à travers le monde. Est-ce que vous, en tant que journaliste dans un pays en guerre, est-ce que vous avez déjà été menacé, vous avez déjà eu peur pour votre vie et peut-être même avoir envie de rentrer mais de retourner en France ou en Angleterre par rapport à la sécurité? Écoutez, nous ne sommes pas des journalistes. Nous sommes des artistes qui partageons un idéal de justice et d'humanité. Donc, nous défendons ou alors interpellons sur les droits des humains, quel qu'en soit
obédience politique, religieuse, professionnelle. Vraiment, c'est pas ça. Ce ne sont pas ce type d'étiquettes qui nous intéressent ou qui nous fabriquent. Nous, on pense que les choses doivent être faites de manière juste. Et que si la liberté, elle existe, devait être pour tout le monde. Est-ce que c'est dangereux d'exercer ce métier, de s'engager? Oui, surtout venant de l'Afrique, du Cameroun précisément. C'est dangereux parce que nous vivons quand même dans un pays où il y a un chef de l'État qui a fêté ses 41 ans de pouvoir il y a un mois. Et je ne pense pas qu'il soit le plus intelligent de ce pays, ou alors le seul intelligent de ce pays, ou le seul homme à même de diriger ce pays. Je doute même qu'il dirige ce pays, parce que diriger, gouverner, c'est prévoir, c'est réfléchir à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, et je ne pense pas que c'est le cas au Cameroun en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si malgré des résultats mitigés, chaotiques, il continue à tenir le pouvoir depuis 41 ans, ça veut dire que quelque part, il a autre chose que ses résultats de gouvernance pour tenir les gens à l'écart de ce pouvoir-là, dans la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, au Cameroun, c'est vraiment violent dans l'arène politique. C'est violent, c'est... D'ailleurs, ce que vous appelez journaliste, difficilement les journalistes vont toucher la politique. Et s'ils touchent à la politique, donc s'ils veulent parler de la politique, ils sont très souvent obligés d'être dans le camp du plus fort, de celui qui a l'arme, de celui qui a la violence qu'ils appellent la violence régalienne. Vous voyez? Et vu le caractère chaotique de la gouvernance, le pouvoir s'est retrouvé carrément dans la rue. J'en veux pour preuve, je ne sais pas si vous avez fait les recherches sur le Cameroun, mais il y a de cela 6 mois, il y a un journaliste, puisque vous parlez du travail de journaliste, qui s'appelle Martinez Zogo, qui a été cruellement assassiné par les éléments de la DGAE, sauf que cet assassinat a été organisé et commandé par un homme qui n'a rien à voir, qui n'a pas un poste ni administratif ni gouvernemental, dont un privé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc un privé qui donne des ordres à la DGAE. La DGAE, c'est la direction de la recherche extérieure. Donc, un privé donne des ordres au service secret pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec les affaires ni internes ni exogènes au pays. Et quand je dis que le journaliste a été cruellement assassiné, je vous épargne ça, je ne peux pas décrire la scène. C'était violent. Mais je ne sais pas, peut-être il y aura un autre mot pour décrire ça, parce que je pense que c'était un peu plus que la violence quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était un journaliste qui dénonçait la manière de faire du gouvernement et ses rapports avec cet homme du privé. Il a été assassiné. Tout ça. Vous voyez? Et la peur est ancrée dans la société au point où certains étudiants jeunes comme vous trouvent même que c'est normal.
ils se disent, mais lui aussi, pourquoi il a dénoncé? Pourquoi il a parlé des choses qui... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme d'acceptation finalement. Il y a de une la forme violence. d'acceptation de la violence. Mieux encore, au-delà de ça, admettons qu'il ait parlé même des choses qu'il ne devrait pas parler. Ils disent que nul n'a le droit de se rendre justice. Comment tu peux choisir que tu vas assassiner l'autre parce qu'il a parlé de tes affaires? Qui es-tu? Ok? Si tu estimes que tu as été fouillé, porte plainte. Donc, c'est justement parce que la malgouvernance, le favoritisme, la corruption a fait croire à certains que le pays leur appartenait, qu'ils avaient tous les pouvoirs au point d'avoir le droit de vie et de mort sur leurs concitoyens, qu'il a agi, ou alors qu'ils ont agi de cette manière-là. D'où l'idée derrière notre combat, de se dire que non, ça, personne ne doit avoir le droit de vie ou de mort sur l'autre. Nous devons travailler à avoir une justice qui puisse être rendue pour tous les citoyens. Donc voilà, est-ce que nous avons été menacés? Pour le moment, non, nous directement, non, par le pouvoir, non. Mais par contre, on ressent les effets de notre engagement autour de nous, à travers nos affaires, notre famille. On a les membres de notre famille qui ne peuvent pas se rapprocher de nous parce qu'ils pensent qu'on prend trop de risques. On a des entreprises qui ne peuvent pas nous confier les travaux parce qu'ils pensent que notre positionnement n'est pas bon. Ça pourrait nous lier à eux. Et donc voilà le type de problème qu'on a pour le moment. Mais le gouvernement qui nous attaque directement, je pense que pour le moment, nous ne sommes pas encore assez menaçants. Et si je peux ajouter, on a aussi, en étant conscient de la société qu'on vit, on a de nouvelles façons, perspectives, la façon qu'on met notre travail d'artiste et tout. Et on le fait, we choose to narrate in a way that we don't immediately call for attention, because art is very powerful. That's the power of art. You can say things without, especially the authorities, people will not really want to go deep into things, so superficial things, without them really knowing that we're starting this conversation. We think if they knew, for example, the impact of our space, they would shut it down immediately. Do you understand? They would shut down the Forest Creative Club immediately. But because they don't really, look deep, into things, they don't know how much impact we have in the conversations that we start, in our creative work, the conversations that we open. If they know it, now they will be great. Moi j'ai une question, est-ce qu'on a su que vous avez été faire un séminaire avec l'ambassade de France au Cameroun, il me semble. Et donc on voulait savoir quelles ont été les thématiques abordées et comment vous percevez votre rôle au sein de ces séminaires. C'était 2 jours avant notre voyage. Nous avions été conduits à un séminaire à Yaoundé. Séminaire organisé par l'ambassade de France et la thématique était sur les nouvelles relations entre la France et l'Afrique centrale. Donc là, ils ont circonscrit. Et les invités à ce séminaire, c'était des artistes qui ont
un discours qui sont engagés dans les causes humaines, justice et liberté. Et il y avait aussi surtout la société civile. Et de l'autre côté, il y avait les COCA. Les COCA, ce sont des conseillers culturels des ambassades de France dans les pays de cette sous-région Afrique centrale. Et c'était une discussion, je ne sais pas si ça, je vais dire franche, mais on a discuté, on a partagé avec nos ressentis, notre manière de voir, et je les ai redit ce que j'ai eu l'habitude de leur dire depuis bientôt 3 ans qu'on se fréquente. C'était de dire que les relations entre la France et les pays africains qu'ils ont colonisés par le passé doivent être dépoussiérés. À l'état actuel des choses, on ne peut plus mener nos relations comme on les avait conçues il y a 60 ans ou 65, 70 pour d'autres lors des indépendances. En fait, de ce qu'ils ont appelé indépendance. Possible, ce n'est plus ténible, ce n'est plus tenable. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sortent des écoles avec des mêmes références que vous. Parce que hier, quand vous êtes venu en maître pour les apprendre la civilisation. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont suffisamment civilisés que vous avez les mêmes références. Vous lisez les mêmes livres. Vous allez dans les mêmes écoles pour acquérir les mêmes connaissances. Donc, il est normal qu'ils réclament aussi que vous asseyez sur les tables pour pouvoir discuter de vos rapports. Et pas que vous tenez, vous leur dites, vous allez fonctionner comme ça, même si ça ne vous plaît pas, même si ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut plus fonctionner. Donc, il faut qu'on s'asseye pour réorganiser nos rapports, notre partenariat. Donc, j'étais là et j'ai partagé ça. Comment? En leur parlant de ce que nous faisons à Deforest, parce qu'ils nous ont mis dans un... Comment je vais dire ça? Dans un sous-thème de la conférence où j'avais en face de moi M. Thierry Aucre, qui est le directeur de Jumia. L'école est juste derrière vous là. Je ne savais pas qu'il était dans la même école ou alors dans la même enseigne que vous. Mais on parlait donc du rapport entre le privé et les universités. Les universités privées, l'apport du privé des universités avec l'État, ou alors le rapport du privé qui n'est pas universitaire avec les universités. Et nous avons présenté ce que nous faisons à Forest, qui est un tiers-lieu de partage et de diffusion de savoir. Comment nous le faisons? Nous invitons les universitaires ou les gens qui ont une expérience dans un domaine donné et dont nous jugeons la pertinence ou alors dont nous jugeons la qualité de leur production à même de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des humains. On partage et on diffuse ce qu'ils pensent, leur ligne de pensée dans notre espace. Et nous faisons aussi surtout des recherches à travers des programmes comme René Saison School, Going Back to Memorial, qui est un projet encore en cours. Et tout ceci avec des méthodes universitaires, des méthodes de recherche universitaires, mais avec à côté la folie et la liberté artistique. Donc
on utilise les méthodes universitaires, mais nous ne sommes pas attachés ou contraints par les règles que régissent les universités. Donc on ose parfois un peu plus. Voilà, c'est cette expérience que nous avons partagée et en leur disant que à côté de ces recherches, de ce travail d'archivage de la mémoire, on travaille aussi sur la réparation à travers des workshops pour écouter les victimes, pour les amener à se régénérer, à trouver, à se reconstruire et à continuer à vivre et à tenir au quotidien. Parce qu'au final, si on archive, on écrit l'histoire et que ceux qui doivent lire et interpréter cette histoire sont tous morts, tous décédés, on aura fait le travail pour qui? À côté, on se bat aussi pour dénoncer ce qui nous dit en arrière, qui est le politique. Parce que si on est devant, on travaille à la réparation et qu'il y a quelqu'un derrière dont le rôle c'est de détruire, de zapper tout ce travail. Je ne dis pas que nous, quand je dis nous ici, je ne dis pas seulement des forêts, puisqu'il y a plusieurs autres organisations qui font ce type de travail. Et je les invite toujours, que ce soit individuellement ou en termes d'organisation, de s'engager aussi pour pouvoir dénoncer ceux qui zappent ce travail-là. Parce que si au final, tu es là pour arranger et l'autre est derrière pour gâter, tu es là pour arranger, l'autre illégalise, à quel moment est-ce qu'on atteint la masse critique nécessaire? Vous voyez ce que je veux dire? Si l'école, censée fabriquer l'humain, censée construire l'humain, au lieu de faire ça, plutôt le détruire, et que nous, c'est dans nos lieux des forêts, quand on fait une conférence, quand on a accueilli le plus de gens, c'est 100, 150 personnes. Parfois, on n'a que 20 personnes. Or, à l'école, on a une masse beaucoup plus importante. Donc, la lutte devait être aussi de faire en sorte que les idées que nous partageons, qui a pour fondement l'humain, l'amélioration des conditions de vie de l'humain, nous devons nous battre pour que ce type d'idées, ce type de réflexion entre dans les écoles, les universités, où on atteint la plus grosse masse de personnes. Si dans ces universités, on enseigne le contraire de ce que nous voulons, atteindre la masse critique ne sera pas facile. C'est pourquoi, en travaillant sur la réparation, en diffusant les idées que nous diffusons à des forêts, en même temps, on est engagé sur le terrain politique pour faire en sorte que le sens, que la balance puisse basculer de notre côté, que les gouvernants puissent comprendre où sont nos intérêts et réfléchir en allant du côté de nos intérêts. Donc voilà, et après, je ne sais pas, les réflexions à Yaoundé, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, parce qu'avant ça, il y a eu ici en France des rencontres qu'ils ont appelées Afrique France, avec la jeunesse africaine, la société civile, des artistes et tout le tralala. Et là, j'ai suivi les jeunes Africains dire au président Macron que nous ne voulons plus, nous, Africains, ne voulons plus être aidés. Nous ne voulons plus de l'aide au développement. Nous voulons nous développer par nous-mêmes. Sauf qu'au sorti de ça, le président dit, je vous ai bien écouté, c'est pourquoi je mets 30 millions d'euros pour financer la démocratie en Afrique. Qu'est-ce qui lui fait croire que c'est de la démocratie dont nous avons besoin? La démocratie dont il parle, chez moi au Cameroun, mon président a fait 41 ans au pouvoir et le président Macron le fréquente. Donc il est démocrate. Vous y croyez, vous?
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est dangereux ce jeu. C'est dangereux et ça ne passe plus. Puisque moi je suis en train de faire cette réflexion, il y a beaucoup d'autres Africains qui font cette réflexion. Donc ce n'est pas... Et après ils viendront dire, il y a le sentiment anti-français, certains ne veulent pas. Non, il n'y a pas de sentiment anti-français. Je disais à vos camarades juste avant vous, que moi, la langue avec laquelle on échange là, c'est le français. Donc, si j'ai besoin d'un partenaire, j'aurais tendance à vouloir un partenaire français en premier, puisqu'on a l'avantage de la langue, on va mieux s'écouter. C'est un gros avantage. Vous voyez ce que je veux dire? Que d'aller trouver un autre ton qui va trouver le traducteur, le message peut arriver chez le traducteur, en arrivant chez moi, c'est biaisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas de problème à traiter ou alors avoir pour partenaire la France, mais qu'on s'accorde sur comment est-ce qu'on